Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire sur Sahel, Al Sahel. Les Mauritaniens semblent attendre l'investiture du nouveau président de la République le 2 août prochain, alors que certains leaders de l'opposition continuent de dire haut et fort qu'il n'y a pas eu d'élection, qualifiant ce qui s'est passé d'hold-up électoral, et qui continuent à réclamer à ce qu'on retourne autour de la table pour lancer les dialogues et pourquoi pas réorganiser les élections, selon certains. Mais il semble bel et bien que notre dynamique est en marche, seule d'un dialogue. Dans ce contexte post-électoral, nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, le président Birame Oulibey. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Mon cher collègue, M. Bakary Gaye, journaliste et correspondant de Presse internationale, va m'aider à faire le tour avec M. le Président. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Monsieur le Président, on rentre dans le vif du sujet parce que bon, il y a tellement de questions qu'on aimerait vous poser. Mais vous, au sein de l'opposition en général, vous rejetez les résultats du scrutin validés par les conseils constitutionnels et en même temps, vous exprimez votre disponibilité à dialoguer avec le pouvoir. Vous n'avez pas l'impression que c'est un casse-tête? J'avais expliqué auparavant qu'en matière politique, il faut avoir des issues à chaque impasse. Après ces élections et après ce qu'on a qualifié comme étant un hold-up électoral, nous étions dans une situation où le Conseil constitutionnel a pratiquement fermé toutes les voies de recours juridiques et constitutionnels. Et l'autre recours possible, c'est la rue. Et la rue a été minée par une volonté manifeste du pouvoir de mettre le feu aux poudres. Une provocation continue et qui a atteint des degrés très hauts des populations, des jeunes, une incitation à la violence intercommunautaire, une incitation aussi à transposer le conflit en conflit avec les États voisins, par population interposée, par ressortissants interposés. Tout ceci c'est pas facile. Nous amène, nous, en tant que patriotes, en tant qu'homme public avisé, à peser le danger qui consisterait à donner des mots d'ordre pour la rue. C'est pourquoi, pour la Mauritanie, et pour le bien, l'avenir et la paix civile en Mauritanie, on a renoncé à la rue. Il ne restait que la voie du dialogue, de la concertation. En fait, vous êtes entre le marteau et l'enclume un peu. Oui. Vous n'avez pas le choix. Vous tombez des Caraïbes en Silla, quoi. Pas... Oui. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Des populations très en colère parce qu'on leur a volé leur espoir dans le changement. On a volé leur suffrage. Et un gouvernement qui n'en a cure et qui est prêt à en découdre. Prêt à en découdre. À la force. Donc, il ne restait que la voie du dialogue. Et le dialogue, la concertation, ça relève de la volonté du pouvoir politique. Mais notre rôle, nous, en tant qu'opposition, et nous, en tant que les dépositaires de la légitimité du pouvoir, nous, les 4 candidats de l'opposition, de la légitimité des populations, notre rôle est d'exprimer notre ouverture, notre disponibilité à régler ce problème par la concertation, à régler cette impasse par la concertation. Maintenant, la balle est dans le camp du pouvoir. Si le pouvoir choisit la concertation, je pense que nous allons sauver une partie des pots cassés et pouvoir amener un minimum de part et d'autre pour tous les Mauritaniens pour pouvoir convenir d'une cohabitation
entre une opposition et un pouvoir. Monsieur le Président, quand vous dites nous allons, parce que certains pensent que vous faites cavalier seul. Quand vous dites nous allons, vous parlez de qui? Du président Biram ou des quatre Moi, je parle de l'esprit qui nous a animés, nous quatre, pour sortir un communiqué écrit noir sur blanc et qui est dans tous les journaux, qui a été publié et dans lequel nous quatre, nous exprimons notre disponibilité au dialogue. Bon, je pense que le pouvoir a réagi en prenant contact avec moi pour dire leur disponibilité à bien saisir cette occasion dans laquelle nous avons exprimé notre disponibilité aux concertations, qu'ils sont prêts aussi à la concertation, mais à travers toi, et sans pouvoir s'attarder pour parler avec les autres. Bon, j'ai considéré ça comme de la mauvaise foi, et j'ai dit que j'accueille, bien sûr, leur disponibilité à se concerter avec nous pour aboutir à... mais ensemble. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on soit tous ensemble, que je n'accepterai pas ce cadeau que je juge empoisonné. Bon, les autorités politiques, finalement, après des conciliabules entre eux, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils l'ont accepté dans les plus hauts niveaux que cette concertation soit élargie aux 4 pôles de l'opposition, aux 3 autres pôles de l'opposition représentés par les 4 candidats, mes collègues Sidi Mohamed et Hamid. Bon, voilà. Et dans un deuxième contact, les autorités ont exprimé leur souci de commencer. Et nous 4, nous sommes tombés d'accord que le procédé, c'est le tour que ferait la délégation du pouvoir, du régime, chez nous 4. Avec chaque candidat d'abord. Hein? Avec chaque candidat d'abord. Avec chaque candidat d'abord. Et après ensemble. Après, c'est à nous les candidats de se concerter pour évaluer le degré d'importance de cette démarche. Je pense que c'est clair. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Donc c'est une réponse à ceux qui pensent que vous êtes parti tout seul. Non, seulement, moi j'ai été... Bon, la délégation du régime a choisi de venir chez moi en premier lieu. Et moi, j'y suis allé par ma démarche et mon style personnel qui sont toujours accompagner toutes mes actions, les faire au grand jour et avec la presse, en présence de la presse et surtout en concertation avec tous mes amis. Et cette sortie dans les médias avec le délégué ou la délégation du régime, je pense qu'elle a surpris mes collègues qui pensaient... et qui pourtant étaient au courant. Il était au courant, mais on n'a pas parlé de la forme, c'est ce qu'ils m'ont dit après. On n'a pas parlé de la forme pour recevoir cette délégation. Et moi, ma forme était la forme publique, avec les médias à l'appui. Et eux, ils ont jugé que ceci... devrait plutôt être sur la table. Devait être sur la table. Et c'est ce qui a fait que, malheureusement, certains parmi eux m'ont jeté en pâture à la presse. Mais sans raison, vraiment. Les raisons qui ont été avancées ne sont pas exactes. Allez-y, M. Bakary. Bien, moi, je vais essayer de rebondir un peu sur cette question du dialogue qui, apparemment, est une question qui n'est pas encore très claire, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de Mauritaniens, parce que ce dialogue, jusqu'à présent, on ne sait pas encore quels sont ses contours, parce qu'il est contesté au sein même des candidats de l'opposition que vous représentez. Je ne les représente pas. En fait, je croyais avoir entendu que vous avez dit que vous êtes le coordinateur entre le Je n'ai jamais dit que je suis le coordinateur. Voilà, donc... non, il faut que c'est important, je précise les choses. J'ai dit que j'ai été le premier à être contacté. Et le seul à être contacté. Et j'ai transmis régulièrement les échanges que j'ai eus avec le pouvoir à mes collègues.
Et à un certain degré, mes collègues et moi, nous avons accepté que le pouvoir nous envoie une délégation qui va passer chez nous un à un, jusqu'à la fin du tour de la délégation du pouvoir. Donc, nous devrions nous concerter pour évaluer. Et personne ne représente personne. Il n'y a pas de... Personne ne représente personne. Écoutez, personne ne représente personne. Mais les 4 candidats n'étaient pas au même degré d'organisation, de préparation et je pense de concertation avec leur pôle. Bon, moi je pense que j'étais plus avancé que les autres parce que j'informais régulièrement tout mon pôle, les gens qui me soutiennent, sont avec moi, et ils étaient tous à jour. Mais lorsque moi j'ai été choisi, bon, pour être le premier contacté. Le premier contacté. Pour des raisons, peut-être que vous avez eu 18% et que vous étiez deuxième. Bon, je ne sais pas. De toute façon, c'est des raisons que vous ne connaissez pas. Pour des raisons que je ne connaissais pas. Oui. Et lorsque j'apparaissais dans la presse pour dire que cette délégation va le tour des 4 autres candidats, et c'est un début de concertation, je n'ai pas dit que c'est un dialogue. J'ai dit que c'est des concertations préalables pour préparer les dialogues. Et dans ces concertations préalables, nous avons des conditions préalables à ces dialogues qui sont 2 conditions que nous partageons nous tous. La libération de tous les détenus dans les événements post-électoraux et la mise à terme de l'état de siège dans différents quartiers, villes et départements du pays. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Il n'y a pas de champion parmi nous qui a spécifiquement défendu cette position. C'est pas vrai. Bon, certains font semblant qu'ils défendent seul cette position, mais c'est pas vrai du tout. Bon, après ce point de presse, je pense que certains candidats, leur soutien leur ont demandé des comptes. Oui, effectivement. Bon, et dans ce souci de donner des explications à ces candidats, à leur soutien, certains m'ont jeté en pâture à la presse et à leur soutien. Oui. Mais tout ce qui s'est passé, jusqu'à ma rencontre avec la délégation du gouvernement, c'est concerté entre nous tous, c'est accepté entre nous tous. Et jusqu'à maintenant, là où nous sommes, tous les candidats sont prêts pour la concertation, pour le dialogue. Et tous les candidats ont 2 conditions fondamentales pour le démarrage de ce dialogue. C'est la libération de tous les détenus, des événements post-électoraux, et c'est la mise à terme de l'état de siège. Voilà ce qui s'est passé. Bon, ce qui est étonnant, en tout cas, c'est que, en fait, vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde. En tout cas, quand on voit en tout cas, le spectacle que vous donnez, en tout cas, dans la presse, on a l'impression que chaque candidat fait cavalier seul et qu'il n'y a aucune coordination entre vous. Parce que quand je vois, par exemple, le candidat de la CVE, qui lui dit que, en tout cas, la coalition vivre ensemble. Voilà, il n'est pas prêt pour le dialogue parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est vraiment une position qui n'est pas du tout assimilable à la vôtre. Et puis quand on voit aussi que les 2 autres candidats sont pratiquement dans un mutisme total, on n'entend pratiquement rien de leur côté, ce qui fait en tout cas croire aux Mauritaniens que ce dialogue-là n'est que de la poudre aux yeux. Écoutez, vous êtes en train d'initier tout seul un dialogue avec le pouvoir. D'ailleurs, Monsieur le Président, excusez-moi juste un mot. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le dialogue, qu'il est venu un dialogue qui ne représente pas le pouvoir, mais qui représente l'UPR, l'Union pour la République. Et ça, il l'a déclaré aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un recul ou Clairement. Oui. Bon, moi, je n'ai pas encore vu des conditions pour un possible dialogue. Comme eux, quoi. Vous êtes d'accord avec eux? Je n'ai pas vu encore ni une volonté réelle du pouvoir pour un dialogue, ni une volonté réelle des dirigeants de l'opposition pour un dialogue.
j'ai vu que la gangrène qui a été semée depuis les années passées et qui a créé un complexe autour du dialogue, une maladie structurelle de l'opposition et du pouvoir, pour jouer autour du dialogue une guerre de tranchées des mots, des termes, de la terminologie. Je pense que ceci est toujours d'actualité, malheureusement. Mais en tout cas, dans les coulisses, le pouvoir, l'émissaire du pouvoir ne parle pas au nom du parti avec moi. Et je le dis ici et je l'assume. Il parle au nom... D'ailleurs, vous l'avez dit en sortant... Il parle au nom des deux têtes du pouvoir. Justement, c'est une question Que ce aussi. soit le Avec président qui? sortant ou le président rentrant. C'est ça que moi, j'ai entendu et j'ai noté. Et sur cette base, j'ai agi. Et quand vous ça ne me l'entendez- dérangerait pas. Mais quand vous l'entendez aujourd'hui dire Mais qu'il représente écoutez, mais ça ne me dérangerait pas que le pouvoir, le système, je ne considère pas aussi qu'il y a deux pouvoirs en place. Je considère qu'il y a un système que nous avons combattu et avec lequel on doit régler le problème. Ce système est représenté par le président sortant et le président rentrant. Et l'IPR. Et l'IPR aussi. Et je pense que le système peut envoyer le président de l'IPR. Mais il est investi par l'ancien et le nouveau chef d'État. Pas ancien, par le rentrant donc ça et le change sortant. rien, quoi, ça change Voilà. rien. Bon. Mais ce jeu de mots, ce jeu autour des mots, dont est habitué l'opposition et le pouvoir dans leur guéguerre autour du dialogue, est malsain et n'augure pas d'une réussite ni d'une concrétisation. C'est pourquoi moi, Il n'inspire pas confiance. moi, je ne suis pas euphorique. Je ne suis pas euphorique parce que mes collègues candidats se sont engagés, mais certains ont nié publiquement, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Écoutez, c'est important. d'autres ont fait profil bas, Justement, c'est important de sortir ça. Il y a d'autres ont fait profil bas. mais ils ne sont pas... Et aussi, le délégué du pouvoir aussi est en train de Commence faire aussi, des reculades, justement. d'après ce que vous avez dit, d'après la déclaration d'aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à cet après-midi, tous les quatre candidats sont prêts. Pour vous, c'est un jeu de mots. L'IPR Non, sortant, bon, entrant, tout c'est ça. aussi de la mauvaise foi, Ouais. inhérente à la classe politique mauritanienne, pouvoir et opposition compris. Aujourd'hui, cet après-midi, bon, il y a même tous les quatre candidats de l'opposition sont prêts au dialogue. Ils sont prêts même. Donc, comment vous expliquez... Ils l'ont exprimé. Excusez-moi, mais quand vous dites qu'ils sont prêts au dialogue, comment vous expliquez le fait que certains sont même partis jusqu'à vous dire que vous êtes en train de jouer un double jeu, que vous avez même planté un couteau dans le dos des quatre? Qui l'a dit? Ben, ça se dit que vous êtes en train de Mais qui l'a jouer dit? tout seul. Pas quand même les quatre candidats. C'est ce qu'on a vu dans la presse. Je sais que vous n'êtes pas seul, parce qu'il y en a déjà qui ont commencé aussi à... des personnalités de l'opposition qui ont commencé à féliciter Ould Ghazouani, tout ça, ça arrive aussi. Bon, écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que les quatre candidats de l'opposition n'ont jamais refusé l'idée du dialogue, parce que c'est eux c'est la première fois que l'opposition demande le dialogue. C'est notre communiqué que nous avons fait le jour même où le Conseil constitutionnel a validé. C'est clair, compte tenu de ce que vous aviez expliqué au début. A validé les résultats. Le blocage des voies constitutionnelles de recours. C'est clair. Ce jour-là, c'est nous quatre qui avons signé un communiqué que vous détenez.
Bien Bon, comment on fait volte-face après que les autres ont fait la démarche, ont fait le pas vers nous? Donc c'est malsain. Et comment les autres aussi qui ont fait le pas vers nous, aujourd'hui, comme vous m'avez dit, il y a encore une... À votre face, du côté du pouvoir. Bon, moi, je ne suis pas un homme politique de souche. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Déjà, même beaucoup de gens disent et dissertent pour dire que je ne suis pas un bon homme politique. Parce que ma stratégie, c'est la transparence, c'est le franc-parler. Pendant qu'on y est, en fait, comment concilier votre rôle d'activiste des droits de l'homme, ce que vous venez de dire, et votre statut de politique? En fait, est-ce que c'est conciliable? Il y a une nuance quelque part. Écoutez, moi, je ne pense pas qu'il y a une différence notoire entre l'activisme politique et l'activisme pour les droits de l'homme. Seulement, ce que je sais, c'est qu'au début de mes activités, lorsque ce que nous avons apporté à la scène des droits de l'homme a inquiété les autorités, le pouvoir a perçu dans cette ascension une concurrence politique future ardue et rude qui va donner du fil à retordre au pouvoir. C'est pourquoi le pouvoir a enclenché des éléments de langage pour essayer de freiner notre ascension ou de nous éradiquer ou de nous diaboliser. Et parmi ces éléments de langage que le chef de l'État, Mohamed El Abdelaziz, a inventé, c'est que l'activité des droits de l'homme est incompatible avec l'activité politique. Et beaucoup de nos détracteurs, notamment les tops des renseignements ou ceux qui ont été retournés par les services de renseignement, qui étaient à Irak et qui ont été récupérés par le pouvoir et qui ont travaillé avec le pouvoir sous la table par l'intermédiaire de partis et d'ONG, on les a... Quand vous avancez ça, c'est comme Monsieur le Président, il faut avoir des preuves. Oui, que de preuves. C'est pas le sujet, mais bon... Non, ça, je vais expliquer seulement. C'était un point important de propagande du pouvoir. Oui, le pouvoir a voulu que les gens... Ils ont surfé sur cette vague. Et ils ont pensé que ça pourrait nous isoler, dans notre soutien international dans le domaine des droits de l'homme. Ils pensaient que ceci, quand c'est avéré que nous faisons la politique en même temps que les droits de l'homme, que ceci pourrait totalement nous isoler. Bon, ils ont beaucoup surfé sur ça, mais... Bien, pour rester dans le sujet, M. Biram, moi, j'aimerais un peu savoir comment vous allez capitaliser la victoire que vous avez donc assurée à cette présidentielle, parce que, en fait, le score que vous avez fait est un score vraiment jugé exorbitant, et vous vous êtes imposé vraiment comme l'homme politique et l'homme de l'opposition. Vraiment, c'est vous qui avez pratiquement aujourd'hui la situation, en tout cas côté opposition. Peut-être d'ailleurs c'est cela qui vous attire des ennuis du côté peut-être de vos amis autres candidats, notamment de l'opposition traditionnelle. Probablement. Parce qu'on sait qu'en fait, votre parcours avec l'opposition n'a jamais été un parcours vraiment de tout repos. On sait que l'opposition, en fait, que ça soit avec le G8, que ça soit avec les FNDU, vous avez toujours été pratiquement isolé au sein de cette opposition, qui avait refusé, bien que vous étiez le meilleur candidat, qui avait refusé de cautionner votre candidature. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quelle est vraiment l'approche que vous allez adopter si jamais cette opposition-là, et il paraît qu'elle n'est pas du tout prête à... Elle veut continuer en tout cas à maintenir cette crise politique qui dure depuis 10 ans. Comment vous, en tout cas, vous allez capitaliser en fait toutes les voix que vous avez reçues et le poids que vous avez pour essayer vraiment de compter dans le paysage politique actuel. Surtout de négocier avec le pouvoir parce que vous avez votre mot à dire. Ce sont les urnes qui vous l'ont donné. Donc, comment vous comptez vraiment traiter avec le pouvoir en place pour vraiment avoir un mot à dire dans la gestion? Parce que le dialogue aussi, la finalité, c'est la gestion. Votre question, elle devient très longue. C'est clair. C'est pour clarifier un peu, oui. Tout d'abord, mon score n'est pas exorbitant.
le score exorbitant, c'est le score du candidat du pouvoir, Mohamed Al-Ghazouani. Celui dont le score a été pompé, a été gonflé de manière illicite. Sinon, on serait maintenant passé au deuxième tour et je l'aurais battu. Indubitablement au deuxième tour. Mais cette déclaration, cette autoproclamation de la victoire qui est arrivée et qui n'est pas du coutume de ce régime qui a toujours créé une CENI à sa mesure et qui la laisse lui faire le boulot pour essayer de donner l'image d'une véritable démocratie. Mais c'est la première fois que le bourrage des urnes de 7 h le matin à 7 h le soir n'a pas permis au pouvoir de passer au premier tour. Et le comptage des voix par la CENI, jusqu'à 80% des voix, a révélé au régime qu'il sera recalé au deuxième tour parce qu'il restait 20% des suffrages dans lesquels je suis devant. C'est inévitable. Ils ont compris que c'est inévitable un deuxième tour, c'est pourquoi ils se sont passés pour la première fois de la CENI. Pour faire le passage en force, pour indiquer les chemins et les mots à la CENI, mais aussi les chiffres, au Conseil constitutionnel et pour mettre le peuple mauritanien devant le fait accompli. Bon, je considère que pour capitaliser ce que nous avons eu, nous dans le pôle qui soutient Biram Dahabé, il faut réaliser une donne fondamentale, rester unis avec l'opposition. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, préserver l'opposition de la dislocation, préserver notre unité, nous tous à l'opposition de la dislocation, et préserver les pôles de l'opposition de la dislocation. Moi, je pense que l'allié qui m'est le plus proche et le plus naturel, je pense que c'est la CVE. Je pense que la démocratie mauritanienne a besoin de la CVE. Elle a besoin, l'opposition mauritanienne a besoin d'une formation comme la CVE. Et je pense que les candidats de l'opposition qui veulent faire une stratégie gagnante dans les prochaines élections présidentielles doivent avoir la CVE renforcée et développée, doivent avoir au moins une ou deux autres candidatures similaires à celles de Sidi Mohamed El-Bakar et Mohamed El-Mouloud, renforcées aussi. Parce que ces élections nous ont appris que nous-mêmes, dans le pôle de Biram Dahabé, nous avons raison de dire dès le début que la stratégie du candidat unique est mortelle pour l'opposition. Il fallait plusieurs candidats de milieux sociaux, ethniques différents pour pouvoir capter toutes les voix face aux candidats du pouvoir. Et je pense que ce rôle a été bien joué par la majorité des candidats de l'opposition cette année. Monsieur le Président, c'est clair, ce que vous venez de dire est très important, certainement. Mais quand vous parlez de l'importance de la CVE, et je rappelle que c'est la coalition Vivre Ensemble, en fait, les 18% qui ont voté pour Monsieur le Président Biram, où sont-ils? Où vivent-ils? Par exemple, vous étiez majoritaire dans 17 circonscriptions, dont 2 circonscriptions à l'étranger. Je rappelle la Côte d'Ivoire et la France. Et 15 nationales, dont 3 grandes communes, 15 à Nouakchott surtout, dont 3 grandes communes qui sont Ilmina, Riyad et Sebra, de Nouakchott. Et vous étiez majoritaire à Nadibou, Selibabi, Kaïdi et Rosso. Et c'est 4 quand même capitales régionales.
c'est un vote qui va à l'encontre de certaines idéologies selon lesquelles ces communes auraient normalement dû voter, entre guillemets, pour la coalition Vivre Ensemble. Comment analysez-vous ces résultats? Qui vote pour Biram? Et pour quelles raisons on vote Biram? Comment expliquer votre enracinement électoral dans ces régions? Cette poussée vers, en fait, vous pêchez un petit peu dans la même mare. Mais aussi, vous avez oublié de noter que tous les partis ou mouvements dits Haratin ont voté contre Biram. Oui, bon, ils ont tous. Tous les mouvements. Tous les mouvements. Organiser un mouvement. Oui, mais et pas tous les les jeunes. partis. Mais pas les bon, moi, je parle des mouvements. Oui, je comprends, organisés. Oui, on donnait l'ordre. On donnait l'ordre plutôt de voter contre Biram. Ce qui n'est peut-être pas arrivé, ce qui est bon. De toute façon, bon, ça, c'est un point qu'il faudra noter. D'où le fait de déduire que l'accusation de vote ethnique ne colle pas à la candidature de Biram Dahave. Parce que j'ai eu des scores très forts, comme premier, comme deuxième, souvent, premier et deuxième, et rarement comme troisième, dans presque toutes les localités, toutes les circonscriptions électorales de la Mauritanie. Bon, il n'y a aucune ville, aucune région, aucun département où le vote ne s'est pas exprimé d'une façon assez claire. D'une façon assez claire pour ma candidature. Moi, je pense que ceci est dû à notre démarche. Notre démarche, qui est une démarche nationale, multiethnique, une démarche de droits de l'homme qui s'attaque à toutes les questions de droits de l'homme sans compartimentalisation. Je pense que durant toute cette décennie où on a été les plus attaqués, les plus visés, les plus interdits, les plus emprisonnés, les plus torturés, on n'a jamais hésité à travailler et à agir en faveur de toutes les populations. Bon, ce n'est pas étonnant qu'à Kaïdi, à Sélibabi, à Rosso, voilà, que nous obtenions. Mais ça va à l'encontre de ces idées reçues. Mais ces idées reçues, je pense que nous, on a l'habitude d'éclabousser les idées reçues en matière de droits de l'homme. Et on le fait aussi en matière politique, même en matière électorale. Et c'est ça notre dynamique. Notre dynamique est de surprendre et de prendre de court, pas seulement avec les coups d'éclat, mais aussi avec les coups de maître, les coups bien pensés, bien réfléchis. Certains disaient aussi, avant que l'apanage de Hira et de Biram, c'est de faire les coups d'éclat, mais pas quelque chose d'organisé. Mais il s'avère que nous pouvons bien, très bien, et d'ailleurs très bien le faire quelque chose d'organisé. Parce que notre campagne était la campagne la plus démunie, en moyens matériels, en moyens financiers, et nous étions les parents pauvres des structures politiques. Par exemple, il n'y a pas de partis politiques qui nous ont soutenus. Les partis politiques, oui, les hommes d'affaires, les milliardaires se sont partagés entre les autres candidats. C'est le président passé majoritaire dans ces endroits-là, dans ces communes-là, dans ces régions-là. Ça, quand même, ça peut faire croire qu'il y a une certaine alliance avec des ex-FPC ou des gens qui, normalement... Non. Tous les FPC... Ex-FPC, j'ai bien dit. Il n'y a pas d'ex-FPC. Ou une partie des FPC. Il n'y a pas d'ex-FPC. D'obédience FPC. Il y a pas... Il y a FPC, il y a Flamme, il y a JDMR, il y a MPR, tous étaient dans la coalition Vivre Ensemble. Tous étaient dans la mouvance Vivre Ensemble. Oui. Bon, pour rebondir sur cette question du vote ethnique, qui a été quand même, que beaucoup de gens quand même ont dit que vraiment c'est un vote qui s'est passé notamment... C'est n'importe quoi, les Haratines ont voté Razouani. Les régions qui sont les régions de la vallée, on sait que la CVE pratiquement
les scores qu'elle a réalisés, c'est pratiquement au niveau de la vallée. Oui, Biram aussi. Et vous également. Donc, on dit même qu'en fait, il y a une sorte de concurrence entre vous et la CVE. Et d'ailleurs, ça apparaît même au sein des dirigeants de la CVE, quand on écoute les déclarations, on a l'impression qu'il y a une concurrence féroce et qu'on vous en veut vraiment pour avoir vraiment glané pour avoir pêché beaucoup de voix dans la vallée. Et apparemment, on ne vous pardonne pas ça au niveau de la CVE, parce que les déclarations qu'on entend quotidiennement, et il y a des dirigeants de la CVE qui disent clairement que vous ne représentez que les Haratines. On dit par exemple Biram, c'est le... Il n'a jamais dit qu'il représente les Haratines. En tout cas, ses amis la de la CVE d'ailleurs ne CVE, représente pas les... c'est l'étiquette en tout cas... Oui, mais même les gens de la CVE n'ont jamais dit qu'ils représentent la vallée, ils représentent la Mauritanie. Quand Hamid Baba il représentait la Mauritanie. Oui, mais la réalité, c'est que c'est la vallée qui a voté pour eux. Écoutez, parce que la réalité aussi, on ne peut pas fuir la réalité. Écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au sein de la CVE qui n'aiment pas Biram. Et qui le détestent même, certains qui le détestent. Mais ce n'est pas une raison qu'on soit aveugle sur la stratégie politique qui doit nous mener à la victoire et qui doit nous mener au changement pour soulager les maux des populations, les problèmes des populations. Je pense que... Donc des querelles personnelles ne doivent pas... C'est pourquoi moi je ne réponds pas à ces querelles personnelles. Je ne réponds pas à ces attaques. Parce que même lorsque j'étais parti à Inel, depuis que j'étais jeune, j'ai entendu mes aînés, dont certains sont maintenant à la CVE, dire que les Haratines ont été la main meurtrière du pouvoir pour les assassiner pendant les années de Braise. Moi, ça m'a travaillé et ça m'a habité. Et j'ai toujours, dans mon action politique, à la base, voulu soustraire les Haratines à un nationalisme brumeux, un nationalisme négatif, qui est en vérité le dressage ethnique et culturel des Haratines contre les négro-mauritaniens. Je me suis toujours dressé contre ça depuis le lycée, depuis le collège. Et j'ai persévéré lorsque j'ai fondé IRA. J'ai fondé IRA, entre autres, sur la base de soustraire les Haratines à ce nationalisme grégaire, ce nationalisme arabe local, mais qui n'a rien d'intéressant pour les Arabes, qui n'a rien qui peut grandir les Arabes et qui n'est pas même le nationalisme originel des Arabes, qui est orienté contre le colonialisme, contre l'impérialisme, contre le sionisme. Bon, c'est pourquoi j'ai réussi à amener à Inal des centaines de gens, la première fois, en 2011. Pour comprendre ce qui s'est passé. Et surtout pour... Ces centaines de gens sont à 80% des Haratines. C'était pour montrer qu'il y a un éveil, il y a un ressaisissement au sein de la jeunesse haratine, de la population haratine. Ils ne sont plus prêts à être dressés contre n'importe qui. Ils ne sont plus prêts à être... oui, mais la jeunesse mauritanienne en général, il y a aussi beaucoup de jeunes morts qui ont compris. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Et je m'en réjouis, je m'en réjouis. Bien sûr. Je m'en réjouis. Et je le dis toujours, c'est une source d'espoir pour moi, de grand espoir. C'est malheureux ce qui s'est passé. Mais malgré ça, ceux qui ont toujours combattu contre le racisme, qui en étaient victimes, qui ont été dans les geôles, qui sont des rescapés, bon, ils m'ont traité de Hardner Bereda. Ça veut dire quoi en français? En français. Les bâtards Haratines ne doivent pas nous guider à Ina. Oui, justement. Donc, mais ça, ce ressenti, c'est un ressenti. Ce n'est pas une position politique. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau et c'est un ressenti qui n'a rien de politique.
Parce que nous sommes quand même Et une je société... pense qu'il ne fait pas partie de la stratégie des hommes politiques de la CVE que je connais. Monsieur le Président, nous sommes une société foncièrement inégalitaire, que ce soit mort, j'aime pas le mot nord-africain, parce que je n'ai jamais compris ce que recouvre. Mais bon, toute la société, qu'elle soit haratine, mort ou noir, nous sommes une société foncièrement inégalitaire et que certainement vous allez entendre un Hartani qui va nous guider, un Hartani qui va... On n'accepte pas ça. Vous l'avez certainement entendu chez les morts, vous allez l'entendre chez les autres, et c'est tout à fait naturel. Je pense mais il y a un petit point que je voulais éclaircir. Par exemple, dans cette configuration électorale que nous avons vécue dans ces élections, moi je ne pense pas qu'une voix qui est allée à la CVE, je ne pense pas que je vais perdre cette voix. Je ne l'ai pas perdue. Parce qu'au premier tour, elles m'aident à recaler le candidat du pouvoir pour un deuxième tour. Et au deuxième tour, si je suis devant, je vais bénéficier sûrement des voix qui ont voté pour la CVE. Donc, Monsieur le Président, je pense que sur ce sujet, les choses ont été dites. Avant, quelle est la perspective politique dans laquelle vous, Président Biram, vous projetez, vous inscrivez dans l'immédiat? Je parle bien dans l'immédiat, ça veut dire dans 2-3 mois. Est-ce que pour fructifier votre score honorable dont parlait mon frère Bakary, parce que c'est quand même un score honorable, j'utilise le mot honorable, pas un autre qualificatif, mais en perspective du futur, dans quel cadre vous allez continuer votre combat politique? Vous allez créer un parti, vous allez rester à Sawab, vous allez... Biram, qu'est-ce qu'il va faire, président Biram? Je pense que mon premier choix est que Sawab se restructure pour accueillir toutes les composantes de la coalition qui a soutenu Biram Dahabé dans ces élections. C'est mon premier choix. Cette restructuration de Sawab impliquerait des discussions, des changements, certainement au niveau du nom, au niveau de la politique, la déclaration de politique générale. Oui, il va y avoir un changement. Oui, un vrai changement. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est la création d'un parti qui va canaliser la mouvance qui me soutient, qui s'est beaucoup agrandie après la déclaration des résultats, car beaucoup d'hommes politiques, de personnalités politiques, de courants politiques, de courants de jeunes, de courants modernistes ont tapé à la porte. On ne peut plus compter sans vous, de toute façon. Ont tapé à notre porte pour intégrer avec nous le nouveau parti. Des jeunes des jeunes de la communauté arabo-berbère. De la communauté Moa, la communauté Haratine. Surtout de la communauté Moa. Des jeunes surtout, mais aussi l'afflux continu de la part de la communauté Poulard Sonike Wolof. Poulard Sonike Wolof et Haratine. Bon, pour rebondir sur la question de Ahmed concernant en fait l'avenir politique immédiat, est-ce que vous envisagez tout d'abord de reconnaître le président élu? Est-ce que vous envisagez cela? Et ensuite, j'aimerais aussi vous profiter de cela pour que vous m'expliquiez un peu votre attitude vis-à-vis des institutions. Parce que vous savez que lorsque vous avez déposé votre dossier au Conseil constitutionnel, vous êtes félicité du fait que ce Conseil a accepté votre candidature. Donc, on ne voit pas pourquoi vous contestez, pourquoi vous contestez la décision du Conseil constitutionnel. Je n'ai pas félicité personne. C'est au droit. En fait, comment vous avez accepté de participer à une élection? Des fois vous acceptez, des fois vous n'acceptez pas. C'est la même. Une élection dans laquelle vous ne respectez pas les règles du jeu, qui sont représentées par les institutions jugées républicaines, même si elles sont ce qu'elles sont. Écoutez, moi, je ne suis pas un boycottiste. Je n'ai jamais boycotté et je pense... Vous êtes réaliste? Que les élections, je suis aussi réaliste, je pense que les élections, quel que soit leur degré de défaillance, quand nous y entrons, avec la volonté, le cœur
la conviction qu'on va faire des exploits. On va faire entendre notre voix. On va mettre en mal l'adversaire, le concurrent. Je dois participer à toutes les élections. C'est-à-dire, quand ils ont boycotté en 2014, vous avez participé? Oui, j'ai participé. Donc c'était la même... Et le fait qu'en 2013, 2013, nous n'avons pas participé, nous, à ERA, aux élections législatives, municipales, c'est qu'on n'a pas eu de parti. C'est pourquoi la tentative, on l'a fait très tôt, en 2018, pour pouvoir participer aux élections législatives, municipales et régionales. Et je ne pense pas que la participation, c'est un signe d'acceptation. Je n'ai jamais dit que je participerai seulement quand toutes les règles du jeu sont au top. Ça, je ne l'ai jamais dit. Parce que je pense que les règles du jeu démocratique ne peuvent être améliorées qu'à force de participer, de revendiquer, de recevoir. Vous êtes plutôt pour la participation et pas pour le boycott? Oui. Et négocier après chaque élection pour améliorer les règles du jeu au sein des institutions qui sont chargées de superviser la démocratie. Pour reconnaître, vous avez dit que est-ce qu'on reconnaît les décisions, des fois, vous êtes... Ça vous fait très plaisir quand c'est une décision qui a été prise par le constitutionnel. Et bon, ils n'ont pas pris... Les mêmes conseils, quand ils prennent une décision... Non, ils n'ont pas pris... De reconnaître... C'est normal que si quelqu'un dit quelque chose de juste, nous sommes d'accord. Si quelqu'un dit quelque chose d'injuste ou de faux, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est très facile à comprendre. Bon, mais concernant la reconnaissance du président de la République, du président actuel, celui qui... pas actuel... Qui est le 2 août, qui le 2 août sera investi. Sa reconnaissance dépend de l'état de discussion, de la réussite de l'état de discussion. Avec ce pouvoir et l'opposition que nous représentons. Voilà. Et je pense que s'il n'y a pas de concession, s'il n'y a que les faits accomplis, nous ne le reconnaîtrons pas. Nous n'allons pas le reconnaître. Seulement, ce que nous demandons, c'est que le pouvoir s'asseye pour régler certains problèmes. Avec vous tous ensemble. Avec nous tous ensemble pour régler certains problèmes très importants qu'on ne peut pas passer sous silence, qu'on ne peut pas laisser dans le cadre de ces faits accomplis. Et je pense que parmi ceux que propagent certains détracteurs, nous ne sommes pas demandeurs d'une participation dans le gouvernement. Nous ne sommes pas demandeurs d'un gouvernement d'union nationale. C'est un suicide. Nous sommes demandeurs d'un pacte moral et politique sur 3 niveaux de questions. Les préalables pour assainir la scène politique après ces événements qui ont eu lieu après la déclaration des résultats. Le deuxième degré, c'est une discussion claire et des résultats sur les réglages à apporter aux institutions chargées de préparer et de superviser les élections, le recensement biométrique qui doit être généralisé. Donc vous travaillez pour les prochaines élections? Oui. La liste électorale, le fichier électoral qui doit être audité et qui doit être supervisé pas seulement par un seul camp, le camp du pouvoir. Mais vous souhaiteriez quand même, Monsieur le Président, être associé par le chef, si vous êtes chef potentiel de l'opposition, bien sûr, associé quand même, vous et les leaders de tous les partis politiques, dans le processus, dans le processus de prise de décision sur tous les sujets d'intérêt national, bien sûr. Bon, ça c'est le deuxième degré. Donc, si vous ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Si vous ne pas un président, non, ça c'est le troisième degré. Écoute, ça c'est le troisième degré. Le troisième degré, après c'est après le réglage qu'on voudrait sur les institutions chargées des élections et les institutions liées aux élections comme le recensement biométrique,
l'agence de recensement. La CENI. La CENI. Ouais, tout ce qui se rapporte Le aux fichier élections. électoral. Le fichier électoral, le recensement, Voilà. tout ça. Le Ravel, Oui. Après, il y a les questions de fond, d'intérêt national. d'international, les grandes questions de la cohabitation, Oui, ce que de l'esclavage. Ce qui vous semble être les vrais Oui, problèmes de ce pays. les vrais problèmes de ce pays, on doit... Le pétrole qui est... Le gaz, le pétrole, le gaz, l'éducation, la oui, santé. l'éducation, voilà, bon, je pense qu'il doit y avoir des états Et généraux. justement, est-ce que pour arriver à ce que vous êtes en train d'expliquer aux téléspectateurs, vous n'êtes pas plus ou moins obligé de reconnaître le président qui Bon, va être... si dans le cadre de concertation, le pouvoir dans la main et... est prêt à discuter de ces questions de manière sincère et de manière positive, toute l'opposition reconnaîtrait et de vous ce associer... pouvoir-là. Oui, et de nous associer, bien sûr. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez parlé de ce que vous projetez faire dans les médias. On parlait d'une restructuration du parti Sawab, qui vous avez, si j'ai bien compris, est pour vous le premier choix, Oui. si j'ai bien compris. En fait, n'oublions pas qu'en 2003, il y a quand même l'AC, qui est l'Alliance pour le changement pour les téléspectateurs, juste après avoir été interdit, s'est trouvé un parti d'acquis nationaliste, celui des nasseristes, de la PP, l'Alliance populaire progressiste. Et vous, après le refus de reconnaissance du parti RAG, vous avez scellé un pacte avec un autre parti nationaliste, lui aussi d'obédience ba'athiste, qui est le parti Sawab. Si cela reste dans le même registre, en fait, nous sommes en train d'assister à un remake, rien de nouveau, quoi, rien de particulièrement nouveau. On prend les mêmes et on recommence. Bon, moi, je pense que ces supputations, ces projections que beaucoup d'analystes font concernant Biram, concernant IRA et la mouvance qui soutient Biram, je pense que ces analystes ont toujours été pris de court. Je pense qu'ils ont toujours découvert que les analyses ont été faussées par la suite et le développement des événements. Moi, je pense que ce n'est pas comparable la trajectoire de Biram et des jeunes de IRA et la trajectoire de l'AC ou de l'Hurran, ou de quelques mots. Je pense que la trajectoire n'est pas la même, le contexte n'est pas le même. Et je ça pense se ressemble quand même, ça se ressemble vachement... Moi, je pense que... Il n'y a pas photo. Je pense que... Messoud, il est là, président de l'AC, il va à l'APP, Biram, président de IRA, il va à Sawab. Mais il y a 2 ans que nous sommes à Sawab. Mais qu'est-ce qui a changé dans la verve, dans la dynamique, dans le discours, dans les objectifs, dans la terminologie, dans la sémantique? Je pense que nous sommes restés égaux à nous-mêmes, même au sein du Parlement. Ah, ça c'est vrai, parce que oui, ça c'est autre chose. Oui, je pense continuez, aussi, en fait. Oui, je pense aussi qu'il y a, dès que nous avons fait le pacte avec Sawab, les gens se sont donnés, tous les adversaires se sont donnés à cœur joie En disant, voilà, de nous crucifier. Le pouvoir aidant, mais vous attendez le pouvoir aidant, oui. tous nos détracteurs de toutes les communautés, de toutes les tendances politiques. Mais ils vous attendaient au virage, c'est normal. Oui, ils ont mis le paquet et on pensait que c'est leur jour, que c'est la fin. De IRA et de Biram, mais nous sommes restés droits dans nos bottes. Et je pense que le premier examen était les élections législatives. Et la majeure partie de ceux qui nous tapaient dessus sont restés sur le carreau. Et nous avons fait notre passage inédit. Ah, vous étiez parce que moi, j'étais en prison. Et oui, vous n'avez pas fait campagne. Et la tête était coupée. Ouais, enfin, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire une campagne. Et aussi, l'autre test était le test des élections présidentielles. Partout, dans tous les réseaux sociaux, dans tout WhatsApp, tout Facebook, les médias,
Biram basiste, Biram tortionnaire, génocidaire, Biram l'a mis il a trahi au Djanfi et tout, khda. Mais quand même, les élections présidentielles ont démontré que ce qui s'est dit contre nous n'a pas été écouté. On a encore 3 minutes. N'a pas été écouté. Ce qui a démontré que notre discours reste très écouté et les populations sont très attentionnées à notre discours, à notre démarche, et la comprennent. Et considèrent que nous sommes crédibles, que nous avons du crédit. Que vous restez vous-même. Que nous restons nous-mêmes. Voilà. Bon, pendant la campagne électorale, on a salué votre modération. Mais votre discours musclé, à certains moments, par certaines déclarations, parce que vous avez dit, par exemple, vous avez dit à vos militants qu'au cas où il y aura un hold-up électoral, vous allez occuper la rue. Et cela, en fait, on a vu le contraire. Parce que malgré le hold-up dont vous parlez, vos militants sont restés plantés chez eux. Et ça a étonné beaucoup de monde, notamment au sein de vos militants. Non. Hein? Ce n'est pas vrai. Il faut que nous expliquiez. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas vrai. Rapidement. Moi, je n'ai pas dit qu'en cas d'hold-up électoral, on va occuper la rue. J'ai dit qu'en cas d'hold-up électoral, je suivrai le peuple. Si le peuple se soulève, et je resterai avec le peuple jusqu'au dernier souffle. Que vous allez refuser. Et jusqu'à la dernière goutte de sang. Vous allez vous battre avec vos moyens. Voilà. Mais vous avez renoncé à la marche que vous avez organisée. Par ailleurs, mes militants ne sont pas restés chez eux. Le lundi 24, qui était le jour prévu pour la marche, lorsque je suis venu au siège, tous les alentours du siège étaient pleins de militantes et de militants prêts à manifester. Il n'y avait pas eu de repli. Il n'y avait pas eu de repli, il n'y avait pas eu l'intimidation n'a pas marché. Mais c'est nous-mêmes qui avons lu la situation. Et on a vu... Comme d'ailleurs les autres candidats. On a vu que la provocation était là et que le pouvoir était prêt à en découdre avec les manifestants. Et d'ailleurs, vous avez renoncé à la marche. Oui, justement. On a renoncé à la marche parce que moi, je veux amener les jeunes pour manifester comme j'ai toujours l'habitude de le faire durant les 10 années où ERA a été interdite, dans des conditions où nous contrôlons notre marche. Ce n'est pas dans des conditions où le pouvoir a miné le terrain, a mis les dealers. Les envoyer au casse-pipe, ce n'est pas du tout ce que vous... Voilà. Monsieur le Président, il nous reste 2 minutes. Si vous avez juste un dernier mot, rapidement. Le dernier mot que je vais dire est que la Mauritanie n'est pas en bonne santé. Malgré le score dont je suis crédité, malgré que beaucoup d'analystes mauritaniens et étrangers considèrent que Biram est le plus grand gagnant de ces élections, moi, je ne suis pas satisfait de la situation actuelle de la Mauritanie, au contraire. Il y a une situation de division totale entre les Mauritaniens. Il y a un mécontentement très fort qui couvre. Il y a le désespoir qui gagne encore les Mauritaniens, qui pensent qu'ils vont vivre encore un mandat de plus dans la privation, dans la répression, dans les divisions. Espérons que ce ne soit pas... Monsieur le Président, espérons que ce ne soit pas... Et je pense qu'il incombe au pouvoir actuel, il incombe au système de procéder le plus vite que possible, de manière sincère, à une démarche politique pour apaiser, avec la classe politique mauritanienne, avec les représentants des 48% de Mauritaniens, vrai que, que le pouvoir lui-même a reconnu qu'ils ont voté
Donc, contre ce pour pouvoir. apaiser l'esprit, la balle est dans le camp du pouvoir. C'est exactement La ça. balle est dans le camp du pouvoir. Écoutez, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci, chers spectateurs, d'avoir suivi cette émission avec nous. Je remercie en votre nom, Monsieur le Président Biram Bouldaoulabé. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir assisté à cette émission. Et je remercie mon cher collègue Bakary Gaye, qui, je rappelle, est journaliste et correspondant de la presse internationale. Et je remercie toute l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette émission bien installée chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir, à très bientôt.